Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler du bio, de la restauration collective, de sa responsabilité, des filières, un peu des budgets dans ce domaine assez particulier. On va se présenter tour à tour. Donc, pour ma part, Patrick Josien, je suis responsable restauration en centre hospitalier psychiatrique, référent restauration santé sociale dans le réseau Restoco. Nous aurons, elle est dans les embouteillages, Madame Mercier de l'Agence Bio. Nous avons Madame Portier de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Nous avons Monsieur Ravenot de la Fondation Nicolas Hulot et Madame Bonnevaux de la Société d'Avigel. Et donc on va parler forcément de nos sujets sur le bio et sur la restauration responsable. Madame Portier, vous êtes chargée de mission dans votre fédération. Où en sont les filières, l'organisation et on parle souvent du bio, des coûts qui sont assez importants. Donc si vous pouvez parler un peu de ces budgets, un peu raisonnés. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors désolée, j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, mais je vais forcer un petit peu. Peut-être avant tout rappeler qu'est-ce que la Fédération nationale d'agriculture bio. Donc nous, on est le réseau des paysans bio, c'est-à-dire on regroupe les paysans bio des régions de France et on est organisé avec des antennes en région et en département qui vont, eux, avoir la charge d'accompagner les producteurs d'une part et les établissements d'autre part. C'est-à-dire que dans chaque département ou chaque région, vous avez un conseiller restauration collective bio qui est en mesure d'accompagner les professionnels et aussi d'informer sur les filières qui existent, sur les possibilités d'approvisionnement. Alors j'ai apporté des petites plaquettes, vous pourrez vous servir, où il y a les contacts pour chaque région. Donc nous, notre rôle au niveau national, c'est à partir de ces expériences qui ont lieu sur le terrain, d'essayer de capitaliser tout ça pour pouvoir formuler des recommandations, des clés de réussite, pouvoir faire un peu avancer les choses au niveau national. Donc j'ai aussi apporté d'autres documents sur, par exemple, comment maîtriser son budget en introduisant des produits bio, comment introduire du bio en restauration hospitalière. Tout ça, c'est sur la base de capitalisation des expériences du terrain. Donc je vous laisserai vous servir si vous souhaitez. Donc on parlait d'organisation des filières. Alors je laisserai Madame Mercier dire un mot sur les chiffres où on en est aujourd'hui. Elle vous expliquera en détail. Mais peut-être juste rappeler qu'en 2008, il y a eu le Grenelle de l'environnement. Vous avez tous en tête, je pense, l'objectif de 20% de produits bio en restauration collective. Il y a même eu une circulaire État exemplaire qui imposait à la restauration d'État, donc notamment les établissements sous tutelle, donc CHU par exemple, qui étaient mentionnés dans cette circulaire, qui devait atteindre 20% de bio en 2012. Donc aujourd'hui, on est en 2015. On n'a pas le détail des chiffres pour le secteur hospitalier, ni pour la restauration d'État d'ailleurs, mais pour la restauration collective dans son ensemble, on est à 2,4%. Donc la marge de manœuvre est encore grande. Et je pense qu'on en parlera, mais ça montre aussi toute la complexité de fixer des objectifs, mais sans avoir forcément les clés et les moyens pour accompagner. On sait que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on en est à 2,4%. Par contre, il y a quand même donc il y a surtout le secteur scolaire qui a avancé, la restauration au travail aussi. L'hospitalier, il faut avouer que c'est un secteur qui est à la traîne, le médico-social, sur le bio. Mais je pense que vous aurez des chiffres aussi. Et moi, je voulais dire un petit mot sur l'organisation des filières, parce qu'il y a des idées reçues qui persistent un peu, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, les filières bio en France ne sont pas en capacité d'approvisionner la restauration collective. Alors ça, c'est quelque chose qui était vrai il y a 10 ans, qui aujourd'hui n'est plus tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'après le Grenelle, les producteurs bio se sont organisés et ont essayé de monter des filières adaptées à la restauration collective. Et une grande partie d'entre eux se sont impliqués pour monter des plateformes au niveau régional,
parce que la demande, c'était quand même d'avoir du bio et du local à la fois. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de plateformes en France qui ont une ampleur soit départementale, soit régionale, et qui regroupent des producteurs bio du coin, et qui organisent la logistique, la facturation, le stockage, etc., la livraison. Donc on a essayé en quelque sorte de recréer des mini-grossistes à l'échelle régionale, avec des producteurs bio qui sont impliqués aussi dans la gouvernance de ces plateformes, qui maîtrisent aussi les prix. Et c'était aussi un moyen d'avoir moins d'intermédiaires, puisque c'était aussi quelque chose qui pouvait avoir une influence sur le prix. Donc aujourd'hui, les producteurs bio sont quand même de plus en plus organisés. Le problème, c'est qu'on n'est pas très visible et pas très connu. Donc je vous engage, chacun dans vos régions et départements, à vous renseigner sur les possibilités d'approvisionnement dans votre région, et souvent elles sont plus importantes que ce qu'on imagine. Je vais du coup peut-être laisser prendre le relais sur les chiffres, et on parlera du budget plus tard, je pense. Oui, Madame Bonnevaux, on parle de circuit court, on parle de marché public, on parle de donner de la place aussi au bio. Alors comment se place l'agroalimentaire au niveau de tout ça dans la restauration collective aujourd'hui? Alors, je confirme en fait les chiffres que Madame Portier vient de vous donner, puisque on observe exactement, nous, la même chose. À partir de 2008, nous avons eu beaucoup de demandes pour des produits de l'agriculture biologique, et il nous a fallu quand même 4 ans en fait, pour se mettre en place et avoir une gamme qui soit une gamme significative. En effet, qui dit produit bio dit que nous devons effectivement organiser les filières, trouver les agriculteurs. Il y avait du temps de conversion pour certains d'entre eux. À l'époque, je crois que c'était 5 ans. Maintenant, c'est un petit peu plus court. Et donc, les chiffres que je peux vous communiquer sont nos chiffres à partir de 2012. Il se trouve que donc entre 2012 et 2015, avec les estimations que nous pouvons faire compte tenu des ventes sur le premier quadrimestre, nous avons observé une augmentation des ventes de produits biologiques, issus de l'agriculture biologique, de 4%. Par contre, je suis désolée de vous annoncer que pour l'hôpital, les résultats sont pas du tout dans ce sens-là, alors que la part des ventes que nous faisions avec la restauration de la santé était de l'ordre de 3,2%. En 2012. Là, sur le premier quadrimestre 2015, nous sommes tombés à 1,9. Donc ça, c'est le côté un peu, on va dire, troublant des choses, alors que nous avions beaucoup de demandes. Ce n'est pas ce qu'on voit dans les chiffres. Par contre, je tiens à préciser que l'entreprise qui m'emploie ne commercialise ni fruits frais, ni légumes frais, ni produits laitiers, qui sont en fait les gammes de produits qui ont le plus progressé. Donc peut-être que notre gamme de produits est une gamme de produits qui a trouvé sa place, mais n'augmentera pas dans les années à venir. Ça, c'est vous qui pourrez me le dire. Par contre, le point positif, c'est qu'on voit une augmentation des achats de produits sur d'autres filières, et des filières engagées comme par exemple la filière bleu-blanc-cœur. Est-ce que vous connaissez tous cette filière? Oui, je vois qu'on hoche la tête. Donc, des produits, notamment des produits, des viandes et donc des animaux qui sont nourris avec du lin, et donc qui ont un intérêt nutritionnel certain et également un effet environnemental. Donc, des viandes qui sont plus riches en oméga 3 et qui, sur le plan organoleptique, sont plus goûteuses. Sur le plan des pertes à la cuisson, ont aussi des pertes qui sont moindres. Donc, un bénéfice à la fois organoleptique et environnemental. Là, par rapport à ce qui est en train de se passer sur le bleu-blanc-cœur, je peux d'ores et déjà vous annoncer que chez nous, ces ventes ont dépassé en fait les ventes de produits issus de l'agriculture biologique. Donc on voit un report sur d'autres filières, mais des filières, je vais dire, de qualité. Donc
Est-ce que, et dans l'Assemblée, vous pourrez nous donner voilà, ce retour? Est-ce que ça répond mieux à vos attentes? Pourquoi? Moi, je n'oppose pas une filière à une autre. Est-ce que c'est un moyen de passer au bio dans un second temps? Donc on aurait, voilà, on passerait sur des filières de qualité et puis ensuite on passerait au bio, se laisser le temps de monter en qualité. Et puis, par contre, je veux aussi vous poser la question qui est la question du budget. Donc, nous avons un différent économique entre les produits, on va dire, conventionnels et les produits issus de l'agriculture biologique. On a des projets, enfin, on subit des projets donc, qui sont des projets de mutualisation, de rationalisation des achats, notamment sur le secteur de la santé. Je parle par exemple du projet phare, où vous avez tous des objectifs économiques qui sont certains, avec des gains qui sont attendus sur les budgets alimentaires. Est-ce que c'est compatible avec les 20% d'agriculture biologique qui voilà, sont souhaités? J'ai plus de questions que de réponses, je suis désolée. Alors, Monsieur Ravenot, on parle d'État responsable lorsqu'on parle de bio, de circuits courts, etc. Est-ce qu'aujourd'hui la restauration collective est responsable? Effectivement, vous posiez vous-même la question, est-ce qu'il faut du bio, du bleu blanc cœur, autre chose? C'est vrai qu'à la Fondation Hulot, nous, on a l'habitude de parler restauration collective responsable. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a le sentiment que ni la restauration collective, ni l'alimentation en général dans le monde actuellement, en tout cas dans nos pays, ne sont responsables. Et j'ai l'habitude de commencer par quelques anecdotes personnelles. Je ne vais pas vous en donner beaucoup, mais peut-être une ou deux qui me paraissent significatives. Parce qu'avant de trouver des solutions aux problèmes, il faut déjà bien les identifier. La première anecdote nous est venue de Marc Dufumier, un ingénieur, il n'est pas ingénieur d'ailleurs, un professeur d'agronomie très connu, qui porte bien son nom évidemment. Marc Dufumier qui est au comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et qui prône justement l'agroécologie. Il a l'habitude de faire des interventions dans les pays du Sud et il était au Brésil auprès d'agriculteurs brésiliens en train de leur expliquer le système alimentaire en France et comment le soja qu'ils produisent au Brésil, souvent OGM d'ailleurs, arrive chez nous au port de Lorient, est débarqué et utilisé pour nourrir tous les cochons qui se trouvent en Bretagne. En gros, pour faire simple, mais c'est la réalité. Dans un système de production qu'on peut qualifier d'intensif, avec les problèmes que ça engendre derrière, qui sont les problèmes de pollution de l'eau, puisqu'il y a du lisier en quantité dont on ne sait pas quoi faire et qu'on retrouve dans les nappes phréatiques et qui va verdir la baie de Saint-Brieuc, comme tout le monde le sait, à chaque été. Voilà, donc il leur expliquait ce système-là en étant assez gêné, puisque finalement, quelque part, il les mettait un peu en accusation d'être à la source du problème, alors que ce n'était pas le sens de son propos. Et ce qui l'a frappé, c'est que les agriculteurs lui ont répondu la chose suivante. Mais monsieur Dufumier, vous croyez que nous, on est fiers de savoir qu'on produit du soja pour aller polluer vos rivières chez vous, alors que chez nous, il y a des gens qui n'ont pas à manger à leur faim? Est-ce que c'est responsable, ça, comme système alimentaire? Nous pensons que non. J'ai un autre, c'est pas responsable socialement, tout simplement. On ne parle même pas d'environnement. C'est pas responsable socialement, notre système. Mon deuxième exemple, c'est un ami récemment à Toulon. Il s'occupe d'une association qui s'appelle Mère Nature. Comme son nom l'indique, il intervient sur le milieu marin. Il sensibilise notamment, une de ses actions, c'est de sensibiliser les jeunes dans les collèges, dans les lycées. Là, il intervenait dans un lycée de Toulon, donc au bord de la mer. Pour les sensibiliser à l'équilibre de l'écosystème marin, aux métiers locaux, de la pêche responsable, etc. Je me tourne vers vous parce qu'on en parlait à l'instant de la pêche responsable. Et puis, à la cantine, le midi, qu'est-ce qu'il découvre? Du calmar du Chili. Évidemment, ça l'interpelle un petit peu. Il se dit, tiens, je viens de leur faire
une leçon, un cours, les faire aborder la pêche responsable en Méditerranée, et on leur sert du calmar du Chili. Donc déjà, au point de vue pédagogique, c'est pas terrible. Donc il va voir en cuisine, le cuisinier lui dit « bah oui, mais vous savez, vous connaissez la réponse de toute façon, hein. C'est les marchés publics. On est obligé de baisser les prix, le calmar du Chili est moins cher que... » Alors ça, il faudra m'expliquer pourquoi, mais bon, voilà. Et voilà. Et finalement, on se retrouve à donner dans un restaurant au bord de la mer Méditerranée à nos élèves du calmar qui vient du Chili. Vous savez tous où c'est le Chili. Est-ce que c'est environnementalement responsable? La réponse est évidemment non. Donc pour nous, la restauration collective devrait être responsable, de même que notre alimentation personnelle devrait l'être quotidiennement. On ne va pas passer d'une solution irresponsable actuellement à une solution entièrement responsable d'un seul coup, mais il faut qu'on y aille. Je ne vous ai pas du tout parlé de l'hôpital, parce que pour moi, l'hôpital, je ne vois pas pourquoi il serait sorti du système. Il a sa responsabilité comme tout autre organisme. Donc voilà la position de la Fondation Nicolas Hulot sur le sujet. Et tout à l'heure, Julie, tu signalais qu'effectivement, il y a des solutions qui se mettent en place et qu'on peut chercher notamment les producteurs qui se trouvent dans votre secteur, les groupements de producteurs, etc. Donc une des choses que l'on a faites en commun avec la FNAB et d'autres acteurs d'ailleurs, c'est de mettre en place déjà un système Internet pour qu'on trouve des informations, des témoignages, de la documentation, ce qui est le site restauration-collective-responsable.org. Bon, c'est pas trop difficile à s'en souvenir. Et sur ce site qu'on a sorti en commun il y a maintenant 3 mois, vous allez trouver des témoignages d'autres acteurs, des cuisiniers qui mettent en place des choses dans leur cuisine, et puis des fiches pratiques, et puis la réglementation avec un moteur de recherche, etc. Donc voilà pour l'instant ma première intervention. Ça consistait donc bien à dire que la responsabilité, c'est une affaire de nous tous. Il faut déjà comprendre que le système à l'heure actuelle n'est plus viable. Vous me le disiez à l'instant hors micro, vous n'arrivez plus à trouver de poissons à pêcher. Depuis le temps qu'on le dit, mais maintenant on y est. Soyons positifs. Qui prend le... Merci. Donc effectivement, l'idée de travailler avec des producteurs locaux, ça se fait, je veux dire, pratiquement à la marge, hein, mais ça se fait quand même dans pas mal d'établissements. Vous pouvez contacter aussi les DRAF, hein, on travaille beaucoup avec eux sur tout ce qui est responsable, hein, les agriculteurs bio aussi, hein, donc il y a toujours moyen, même dans les hôpitaux, hein, c'est mon secteur, donc je peux en parler puisque j'en fais aussi. Avec les DRAF, on arrive aussi à avoir des petits producteurs locaux où on peut travailler en hôpital, hein, avec ces personnes-là. Madame Mercier, l'agence bio, on parle un peu de chiffres. Est-ce que les marchés publics, les achats, la restauration collective va dans le sens d'introduire de plus en plus de bio, comme normalement c'est réglementaire? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour votre invitation qui me donne l'opportunité d'un premier contact avec vous et j'espère que ce sera le début d'un dialogue renforcé. N'hésitez pas à revenir vers l'agence bio ultérieurement et éventuellement à participer à nos rencontres du 9 juin dans le cadre du printemps bio. J'ai apporté le programme, vous pourrez le prendre tout à l'heure, de telle sorte que nous ayons la possibilité d'approfondir les échanges, de vous écouter et de vous faire connaître les expériences avec les obstacles qui ont été levés. Il y a souvent une période de transition au cours de laquelle un investissement est toujours nécessaire. Et à l'issue de cette période de transition, nombreux sont les interlocuteurs qui finalement sont satisfaits de l'introduction de produits bio. Donc l'agence bio, en 2 mots, c'est un groupement d'intérêt public qui rassemble les pouvoirs publics, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Écologie et les représentants des producteurs, transformateurs et distributeurs. Donc la FNAB est membre de l'agence bio. Nous avons un cercle élargi dans le cadre duquel nous rassemblons toutes les parties prenantes, donc y compris Restauco, qui fait partie de notre plateforme pour la bio en restauration collective. Les collectivités territoriales y ont également une place. Donc, vous avez votre place dans toutes les enceintes de concertation et nous pouvons de manière adaptée poursuivre avec vous le dialogue. Ça, je tiens à vous faire cette offre de service parce que c'est très important de pouvoir s'écouter pour co-construire le développement. Donc, la bio, c'est la démarche la plus aboutie de protection de l'environnement, l'air, l'eau, la biodiversité, les sols,
les normes élevées de bien-être animal avec tous les bénéfices qui sont associés. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous étonner que nos compatriotes souhaitent consommer des produits bio partout où ils se trouvent pour l'écrasante majorité d'entre eux. Et même dans un contexte économique difficile comme celui que nous connaissons, nous pouvons constater que les faits sont là, les actes sont là, ce n'est pas seulement des déclarations, puisque en France, la consommation de produits bio augmente. En 2014, elle a augmenté de 10% par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est un mouvement constant. Et les premiers signaux de l'année 2015 vont encore dans ce sens. Donc évidemment, c'est très encourageant pour les producteurs. Ce sont des signaux positifs, puisque ça nécessite un engagement de tous et une cohérence d'ensemble. Pour ce qui concerne les hôpitaux, les Français ont déclaré pour 75% d'entre eux qu'ils souhaitent pouvoir consommer des produits bio à l'hôpital. Alors bien sûr, il y a une conscience générale suivant laquelle c'est progressif. Nous savons que le secteur santé sociale est celui où, pour l'instant, la part des produits bio introduite est la plus faible. Et c'est encore plus vrai à l'hôpital que dans les maisons de retraite. Donc, pour donner les quelques chiffres, il y a 6 gestionnaires de restaurants collectifs en France sur 10 qui, en 2014-2015, ont déclaré avoir introduit au moins un produit bio, ne serait-ce que de manière occasionnelle dans l'année. Dans le secteur santé sociale, c'est 26%. Et quand je regarde de manière précise, très faible est la part dans les hôpitaux, un peu plus importante, 16%, dans les maisons de retraite. Donc, il y a un potentiel énorme, puisqu'on est au début de l'histoire, en quelque sorte. Évidemment, il y a de multiples raisons, c'est pas facile, mais ce qui a été possible dans d'autres univers peut être rendu possible aussi dans cet univers-là. Il n'y a aucune raison de considérer que les gens seraient moins ouverts, moins dynamiques, moins prêts à faire des efforts. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'au début, c'est un effort, c'est un investissement. Tout changement est un investissement. Mais à travers les expériences que nous observons avec de nombreux interlocuteurs en France, en particulier dans le domaine scolaire, nous constatons que les efforts sont récompensés et que après toute cette phase d'investissement, il y a une grande satisfaction de la part même des personnels, des gestionnaires et des convives, des consommateurs, des patients dans votre univers. Donc, moi, je suis optimiste, même si, en effet, j'ai tout à fait conscience que ce n'est pas facile et que le développement du secteur bio est également nécessaire pour vous permettre de bien travailler. Donc, au cours de toutes ces dernières années, il y a eu un doublement du secteur bio en France et il me semble que c'est un atout parce que effectivement, si le secteur est trop atomisé, dans des univers où il y a sur un plan général un assez grand nombre de repas servis, avec des spécificités qui rendent le travail délicat dans certains cas, en tout cas complexe, nous sommes conscients que ça constitue un obstacle supplémentaire. Donc le 9 juin, si vous nous faites l'honneur de venir, nous aurons le témoignage de Reims. Reims, bon, c'est un CHU qui a introduit des produits bio, qui représente encore une part modeste, 5 à 6%. Mais il y a déjà de nombreux enseignements à tirer. Et ils sont très positifs et ils mettent en valeur la pertinence des démarches complémentaires. Un approvisionnement local, un approvisionnement en France pour compléter l'offre qui donne des signaux hyper positifs aux acteurs locaux et qui contribue au renforcement de l'offre locale. Et donc, ça permet de situer aussi l'hôpital dans la démarche territoriale et je pense que c'est quand même ce que vous cherchez tous à faire, si j'ai bien compris, en tout cas, si je perçois tels que je perçois les contacts que j'ai pu avoir avec les uns et les autres. Monsieur Girard de l'hôpital du Mans sera également là et dans son cas, il va bien sûr faire ressortir que c'est à l'occasion d'une autre démarche que finalement il s'est intéressé aux produits bio parce que c'est cohérent avec la politique de lutte contre le gaspillage en particulier. Alors évidemment c'est délicat d'évoquer le gaspillage parce que c'est pas vertueux et que tout le monde se dit mais c'est pas possible, moi je gaspille pas. Mais non, on sait qu'il y a des raisons et que c'est pas facile de s'organiser. Donc c'est plutôt, nous on a beaucoup de respect vis-à-vis de chacun des interlocuteurs et on est prêt à s'adapter pour trouver les meilleures voies progressivement et en tout cas participer avec vous tous. Donc je suis à votre disposition pour répondre aux nombreuses questions, j'espère, et trouver avec vous les moyens de réaliser des opérations pilotes. Si j'ai une proposition à vous faire, c'est celle-là. Puisque pour l'instant, il y a peu d'expérience. Autant travailler de manière très dense, ensemble, dans
dans quelques situations, celles que vous choisirez de nous proposer, celles qui vous paraîtront les plus matures ou pour lesquelles il y aura le plus de désir ou le plus d'opportunités parce qu'on sera en situation de changement social, de telle sorte qu'on puisse vous répondre à vos préoccupations et peut-être aussi s'organiser parce qu'il y a des spécificités des secteurs que nous sommes prêts, en tout cas que nous souhaitons prendre en compte parce que bien sûr, chacun doit faire un pas vers l'autre pour qu'il y ait un succès d'ensemble. Voilà, merci. Je vais vous laisser le micro, puisque la question est posée aussi de l'offre pour la restauration collective. Parce qu'effectivement, je vous laisserai la parole à vous deux, lorsqu'on veut s'intéresser au bio, là on pourra parler des marchés publics qui ne l'intègrent pas beaucoup, malheureusement, on est obligé de se reporter sur des petits fournisseurs, des petits agriculteurs, pour des fois avoir une offre. Est-ce qu'il y a une évolution qui est prévue pour répondre pour étendre la gamme du bio dans la restauration collective? Merci pour cette excellente question. Il y a une gamme spécifique qui doit être rendue spécifique du point de vue des conditionnements ou des spécifications techniques. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ma proposition de travail avec vous autour d'opérations pilotes. En dehors de cela, du point de vue des caractéristiques produits, des caractéristiques intrinsèques, il n'y a pas beaucoup de raisons qu'il y ait des préoccupations. Donc, et il y a en France des producteurs qui travaillent en direct avec des établissements quels qu'ils soient. Il y a aussi des entreprises qui ne doivent pas être perçues comme des entreprises industrielles qui n'auraient qu'une idée, c'est s'adapter au marché, élargir leur gamme sans tenir compte de l'état d'esprit de l'agriculture biologique. Il y a des entreprises qui ont donc des volumes plus significatifs et qui travaillent sur une base partenariale avec des producteurs, qui les respectent, qui sont engagés par des contrats à les payer de manière juste. Donc, il y a différentes possibilités d'approvisionnement. Et nous, à l'Agence Bio, nous plaidons pour la complémentarité des approvisionnements. Parce que c'est le seul moyen, nous semble-t-il, de réussir à concilier des objectifs ambitieux, le seul moyen de réussir à atteindre et à se rapprocher d'objectifs ambitieux. Objectif ambitieux, c'est le lien social, la proximité le plus possible, mais si on veut qu'il y ait un réel développement, il faut bien aussi travailler avec des entreprises qui vont être capables de fournir dans des volumes qui permettent d'assurer une gestion optimale sur le plan logistique. Et pour tout vous dire, à l'Agence Bio, ce qui est produit en France, dans le contexte général de la mondialisation, constitue à nos yeux du local. Et on est très attaché à vous permettre de mieux connaître, si vous en avez besoin, les fournisseurs dans avec leurs différents profils, de telle sorte que vous puissiez choisir la formule qui vous convient. Il y a un annuaire à l'Agence Bio qui apporte des premières informations. Il y a une équipe qui est capable de vous apporter des réponses au cas par cas dans un premier temps. Après, il y a toute possibilité, une fois que le contact est établi, il y a des rencontres comme celle du 9 juin qui permettent de rencontrer les acteurs et de faire son marché en quelque sorte. Donc, il y a d'autres exemples. Alors, il y a des exemples, par exemple, pour ce qui concerne les produits frais, les yaourts. Les yaourts en France, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, on peut trouver les yaourts. Ça peut être... Mais vraiment très facilement, je peux vous rassurer à cet égard. Il y a de tout le secteur des poulets ou autres. Pareil, on peut trouver la formule qui convient à chacun. Alors, après, évidemment, il y a des orientations produits bio, le plus possible de proximité et de saison. Alors, mais je suppose que vous êtes attentifs, puisque vous êtes là, à toutes les questions de saisonnalité qui permettent de maîtriser les coûts, en réalité. Puisque, quand même, vous le verrez si vous venez le 9 juin, nous avons des expériences. Par exemple, Langoët, c'est une petite commune. Langoët a introduit des produits bio, sert des repas 100% bio depuis plus de 10 ans. Ça a commencé en 2004. Eh bien, ce monsieur, le maire, nous présente ces chiffres. Eh bien, non seulement ça n'a pas augmenté, ça a même un tout petit peu diminué le coût des repas. Et tout ça dans le respect bien sûr, des impératifs nutritionnels, mais par un travail global, alors qui est peut-être plus facile dans une petite commune. Vous savez, il y a des résistances partout, ça ne se présente pas dans les mêmes termes, c'est tout ce qu'on dira. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre de manière détaillée, secteur par secteur, aujourd'hui,
parce que vous devez avoir des attentes différentes, mais je peux vous assurer qu'on est à votre disposition et vraiment vous confirmer formellement qu'on peut trouver l'offre en France dont vous avez besoin. C'est vraiment une question d'organisation. Juste pour compléter sur cette question d'adéquation de l'offre et de la demande, il y a, en termes de méthodologie, il y a 3 choses qu'on retient, nous, comme importantes. C'est que l'introduction soit progressive, régulière et planifiée. C'est-à-dire que si vous voulez travailler avec des producteurs bio ou des fournisseurs bio de votre région, vous allez devoir un petit peu changer vos habitudes de travail. On n'est pas dans un fonctionnement classique client-fournisseur parce qu'on travaille avec des agriculteurs locaux, donc il y a des contraintes de saisonnalité, de volume. Et le fait d'être dans une démarche progressive, ça fait que les producteurs vont pouvoir s'adapter progressivement aussi sur leur ferme à la demande de vos établissements. Le fait d'instaurer une certaine régularité, une planification, ça fait aussi que 6 mois à l'avance, les producteurs peuvent s'organiser, gérer leurs semis, leurs plantations, etc. Et pour réussir cela, il y a une chose qui est importante, c'est de se mettre dans un cadre de dialogue. Une fois que vous avez repéré, identifié les fournisseurs de votre territoire, il faut absolument qu'il y ait ce dialogue pour régulièrement voir ce qui va, ce qui ne va pas, quels sont vos besoins, vos demandes et quelles sont les contraintes réciproques. Il y a une chose toute simple qui marche très bien, c'est de faire venir les producteurs dans la cuisine et de faire venir les cuisiniers sur une ferme bio. Parce que chacun a des contraintes et tant qu'on ne les a pas vues et expérimentées, c'est difficile de les comprendre. Et juste organiser une petite journée comme ça d'échange, de visite, ça fait tomber beaucoup de blocages et beaucoup de freins. Et ça peut aussi motiver les équipes et sensibiliser le personnel. Donc, et juste pour compléter, ce que je dis là veut dire aussi que plutôt que de proposer des repas 100% bio tous les 3 mois, il vaut mieux passer tous vos yaourts en bio ou toutes vos carottes en bio ou toutes vos pommes en bio. Et puis petit à petit, progressivement, changer des lignes de produits. Comme ça, la filière va se structurer et vous n'allez pas chambouler toutes vos habitudes d'un coup. Et petit à petit, comme ça, on pourra développer des filières. Donc en gros, si vous introduisez du bio dans votre établissement, vous n'êtes plus un simple client qui cherche un fournisseur, vous devenez vous-même développeur de votre territoire. Vous allez faire vivre des fermes sur le territoire, contribuer à la qualité de l'eau, à l'environnement, etc. Donc c'est un changement de posture aussi un peu global. Ouais. Monsieur Ravenot, vous souhaitiez intervenir là-dessus? Alors je souhaitais tout à fait renforcer ce que Julie vient de dire, puisque le plus important, nous semble-t-il, c'est le rôle de l'hôpital, en l'occurrence, dans la structuration de son territoire, la structuration des filières. Quand on procède au coup par coup, ça ne marche pas. En fait, la finalité, pourquoi la Fondation Nicolas Hulot est intervenue dans la restauration collective responsable, c'est suite au pacte écologique. C'était une proposition de toujours le même monsieur Dufumier, notre conseiller scientifique, qui a dit il y a un volume suffisant pour arriver à structurer les filières au niveau des territoires dans la restauration collective. Et donc la finalité, c'est bien cela. En fait, elle est double. Elle est de mieux manger pour tout un chacun et pour permettre à tout un chacun de mieux manger, d'arriver à construire les filières adaptées. Tant qu'on n'a pas les filières de production adaptées qui peuvent produire en quantité suffisante, régulière, pour des cantines, pour des hôpitaux, etc., on va bidouiller et ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera à la marge. Voilà, donc je ne peux que renforcer ce que dit Julie. Merci. Bien évidemment, je suis complètement d'accord. Enfin, on s'exprime tous dans le même sens. Alors, il est vrai que les filières bio, actuellement, sont plus ou moins développées suivant les départements et les régions de France. Donc, il y a certains territoires du Grand Ouest, du Sud, pour lesquels il y a une avancée, Rhône-Alpes. Et puis, il y a des zones où il y a incontestablement un retard. Par exemple, Champagne-Ardenne, le bassin parisien, la région Nord-Pas-de-Calais, quelques régions où l'agriculture a pris une orientation avec des dominantes de grandes fermes spécialisées. Donc, c'était vraiment beaucoup éloigné de l'agriculture biologique.
Bon, la dynamique de conversion est significative dans ces zones-là, avec des taux de croissance qui sont élevés, mais on part de très bas. Et donc, il est clair que dans ces zones-là, c'est moins facile. Et c'est la raison pour laquelle je me permets d'insister. Il n'y a aucune raison que dans ces zones-là, on ne soit pas intéressé pour offrir tout ce qu'il y a de meilleur aussi aux patients dans les hôpitaux. Et donc, ça va de soi que si dans ces zones-là, on est déterminé, on est amené à avoir une stratégie adaptée avec le travail, comme mes deux interlocuteurs précédents l'ont rappelé, travail avec les producteurs locaux pour qu'ils se sentent associés et que ça stimule le développement d'une offre structurée, comme ça a été si bien rappelé, mais également des gens de régions un peu plus éloignées, de telle sorte que vous puissiez commencer à atteindre les objectifs. Et je me permets de souligner cette situation parce que ça amène parfois, évidemment, plus de difficultés dans les régions où il n'y a pas beaucoup d'offres autour. Et ça serait dommage d'en tirer des conclusions de portée nationale, alors qu'en réalité, ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas les agriculteurs bio le problème, c'est la situation générale qui est la cause fondamentale de ce surcroît d'obstacles, en quelque sorte, qui ne demandent qu'à être surmontés, bien sûr. Voilà. Alors, ce n'est pas pour atténuer l'optimisme qui nous anime, pas du tout, mais c'est parce qu'on est obligé de tenir compte de l'environnement dans lequel on se trouve, qui amène des stratégies adaptées. Merci. Bien, il nous reste 5 minutes. On a tendance à en parler du projet phare. Étant bien placé pour le savoir, on nous réduit nos budgets tous les ans. À côté de ça, on oppose des surcoûts lorsqu'on parle de travailler avec du bio. Les marchés publics, est-ce qu'ils répondent totalement en demande en matière d'offres bio? Quel sentiment vous avez au niveau des industries agroalimentaires là-dessus? Alors, il est vrai que nous avons vu apparaître dans les marchés publics, donc depuis 2008, une demande pour les produits bio. Par contre, je ne suis pas sûre, mais bon, c'est un sentiment. Je ne peux pas vous donner de chiffres que ces produits bio soient très demandés dans le cadre des appels d'offres dans le domaine de la santé. Et c'est là où je rejoins un petit peu ce que disait Madame Mercier, c'est que effectivement le fait de la disparité de la mise à disposition en fait de produits bio sur les différents territoires me laisse penser que nous avons un vrai rôle à jouer en tant que distributeur pour permettre en fait une accessibilité à ces produits de l'agriculture biologique d'une façon un peu plus générale. Je pense que vous privilégiez des circuits courts et des producteurs locaux quand cela est possible, mais là où ça ne serait pas possible, nous pouvons répondre à cette demande. Sur la question de phare et des objectifs, moi je ne peux que constater cette volonté de mutualiser premièrement, mais je pense qu'en matière de mutualisation, on est arrivé au bout, quoi. C'est pas parce que les marchés seront encore plus gros que nous serons encore plus à même de répondre avec des solutions encore plus économiques. Il arrive un moment où on ne peut pas proposer plus de on ne peut pas disposer de plus de produits et au contraire, une mutualisation encore plus importante ne va plus, on va dire, dans le bon sens, puisque ça suppose que nous, industriels et distributeurs, nous soyons à même de fournir des quantités très très importantes. Et ensuite, par rapport à l'agriculture biologique, je ne sais pas si des budgets, il est prévu d'allouer des budgets un peu complémentaires pour pouvoir accéder à ces types de produits. Merci bien. Bon, on a dépassé un peu. Est-ce que vous avez des questions très rapides à poser? Non, de toute façon, on est à votre disposition pour y répondre éventuellement en marge de cette table ronde. Je vous remercie de votre écoute et je remercie les intervenants aussi de leur participation. Merci, au revoir.